Joseph Mengele, le plus célèbre des médecins de la mort. On sait aujourd'hui que dans l'enfer des camps de concentration nazis, des scientifiques sans scrupules se sont livrés à des expériences sur des êtres humains. Mais Joseph Mengele n'a pas été le seul assassin en blouse blanche. Avant et après lui, de nombreux chercheurs ont sacrifié des vies humaines au nom de la science. Au Japon, une unité secrète de recherche scientifique a utilisé systématiquement des êtres humains comme cobayes. Les gens hurlaient de douleur. Beaucoup d'entre eux mouraient parce qu'ils ne supportaient pas la douleur. Dans la Chine occupée, les Japonais inoculent la peste à des villages entiers pour créer des armes biologiques. Leur but, s'en servir pour attaquer les États-Unis. La mise en garde américaine sera claire. Si vous utilisez des armes de destruction massive contre nos soldats, nous vous réduirons en poussière. La menace fait son effet. Et la bombe atomique met un terme à la Seconde Guerre mondiale. Après 1945, les héritiers de Mengele se mettent au service des vainqueurs. Leurs crimes resteront impunis. La guerre froide leur permet de poursuivre leurs recherches pour le compte des services secrets. L'objectif s'appelle à présent Mind Control, le contrôle mental. Quand il est question de substances psychoactives ou psychotropes, l'expérimentation sur des humains est essentielle. La lutte pour la suprématie mondiale ne laisse pas de place aux scrupules. L'efficacité avant tout. Les chercheurs mettent désormais au point des poisons et des substances psychotropes. Les scientifiques et les médecins se sont déchaînés. Ils pouvaient tout se permettre. Ils pouvaient se prendre pour Dieu. De part et d'autre du rideau de fer, on pratique des expériences criminelles. Joseph Mengele est mort, mais d'autres ont pris la relève. Les expériences humaines sont une réalité, encore aujourd'hui. Le goulag de Yodok, en Corée du Nord. Au moins 25 goulags de ce genre ont été recensés dans ce pays. Les survivants parlent de torture, de viol et d'exécution avec du métal en fusion. Il y a actuellement 200 000 personnes retenues dans les goulags de Corée du Nord. Le régime combine ce que les nazis et les soviétiques ont produit de pire. La Corée du Nord se présente comme un État socialiste modèle, mais fait figure de dictature d'opérette. En 2003, le rabbin Abraham Cooper apprend l'existence de chambres à gaz dans ce pays. À la conférence de Wannsee, l'Allemagne nazie a choisi d'utiliser le gaz car c'était la façon la moins chère d'assassiner le plus grand nombre de gens. Selon nos informations, en Corée du Nord, ce n'est pas la même chose. Ici, les chambres à gaz et les expériences sur les prisonniers politiques servent à faire progresser le programme nord-coréen d'armement de destruction massive. Abraham Cooper se rend en Corée du Sud pour vérifier ces accusations. À Séoul, il s'entretient avec 3 réfugiés nord-coréens. Non pas des victimes, mais des criminels. Des hommes qui ont mené des expériences sous le régime de Kim Jong-il. J'ai demandé à l'un d'entre eux, « Avez-vous travaillé dans les chambres à gaz ?» Il m'a répondu, « Oui, ça n'avait rien d'exceptionnel. J'y ai fait une expérience en 1979. » Je lui ai demandé, « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Parce que c'était bon pour ma carrière. Et sur un ton blasé,
Il m'a décrit un couple et leurs 2 enfants gazés lentement sous les yeux des scientifiques qui prenaient des notes sur la durée de leur agonie. Il m'a raconté comment les parents essayaient d'insuffler un peu d'oxygène à leurs enfants en leur soufflant dans la bouche pour prolonger leur vie d'1 minute ou d'1 seconde supplémentaire. Je lui ai demandé s'il avait des remords. Il m'a dit, « Pourquoi aurais-je des remords? C'étaient des prisonniers politiques, ils étaient condamnés de toute façon. » Abraham Cooper reste sceptique sur la crédibilité de ce témoignage. Mais un autre réfugié était son récit de tant de détails qu'aucun doute n'est plus possible. Mon 3e interlocuteur participait à une expérience répartie en 2 équipes. Il était chargé d'expérimenter plusieurs sortes de gaz sur différentes espèces animales. Des gaz indétectables et mortels. Son objectif était de déterminer combien de temps les carcasses d'animaux resteraient toxiques et donc combien de temps il faudrait attendre avant de pouvoir envoyer des troupes sur place. Il m'a livré des détails techniques sur les différentes sortes de gaz et il m'a expliqué que son groupe de recherche communiquait ensuite ses conclusions à la 2e équipe qui répétait ses expériences sur des êtres humains. Pour des raisons diplomatiques, les réfugiés du régime de Kim Jong-il ne peuvent pas témoigner publiquement. Cooper essaie néanmoins de faire connaître au monde l'existence de ces chambres à gaz en Corée du Nord. J'ai organisé une conférence de presse à Séoul avec 2 représentants chrétiens. Il y avait une vingtaine de journalistes. Un seul journal sud-coréen a évoqué la chose en 3 ou 4 lignes. Le reste de la presse a probablement été averti par le gouvernement que cette affaire ne devait pas être rendue publique. Il y a bien eu un article dans le Washington Times, en première page, je crois. Mais de façon générale, j'ai été profondément choqué que ça ne fasse pas la une des journaux du monde entier. Choqué et traumatisé. Cet épisode laisse à Abraham Cooper une impression de déjà-vu. Un État totalitaire en apparence respectable, mais dirigé en coulisses par un régime de terreur. Et une opinion publique mondiale qui ne peut ou ne veut pas croire les rares informations qui filtrent sur les atrocités commises. Washington, mai 2009. Une poignée de survivants des goulags nord-coréens manifestent devant le mémorial de l'Holocauste. We're here as a symbol in front of the Holocaust Museum because when the Allied forces liberated the concentration camps in Germany and discovered the horrible things that were happening, they pledged that they would never let this happen again. And the fact of the matter is there are gulags in North Korea that are death camps. Des camps comme Yodok, avec des chambres à gaz, où sont assassinés des opposants au régime. Un camp de concentration allemand. Les images se ressemblent, les circonstances également. Quand les Alliés libèrent les camps de concentration et d'extermination allemands, ils découvrent une réalité indescriptible. Des témoignages de la cruauté la plus atroce, des victimes innombrables, et des humains hébétés qui ne réalisent pas encore qu'ils ont survécu. Cette réalité, nouvelle pour les simples soldats, était connue des états-majors. Des bombardiers et des avions de reconnaissance ont photographié les camps et les images ont été décryptées. Mais les Alliés ne changent pas leur plan pour autant. Dans l'option politique choisie par les Alliés, sauver les Juifs n'était pas une priorité. Nous avons des documents qui attestent que les usines autour d'Auschwitz ont été bombardées. En revanche, les chambres à gaz, que les Alliés avaient photographiées, ont été épargnées.
and photographs from the air were never touched. Aucune attaque aérienne n'est menée pour désorganiser la machine à tuer des nazis, ni contre les voies ferrées des camps, ni contre les fours crématoires. Militairement, les camps constituent un objectif secondaire. Pour les généraux alliés, la priorité est la victoire sur l'ennemi. L'idée était, finissons-en avec les nazis et les juifs seront sauvés. Mais à un moment donné, des Européens réfugiés aux États-Unis ont dit « Si vous ne vous dépêchez pas, il n'y aura plus personne à sauver ». Les nazis cherchent à tuer leurs prisonniers de manière utile. Ils les font travailler jusqu'à la mort ou les utilisent pour des expériences, pour mesurer le temps de survie d'un homme plongé dans une eau glacée, pour tester des médicaments, ou pour comprendre le décès des équipages d'avions à haute altitude. Ce système permet à des médecins comme Joseph Mengele de se livrer à des expériences mortelles, des essais de poison, mais aussi des actes de perversion pure et simple, comme la collection de tatouages prélevés sur les victimes. Ou la réduction de tête. Les scientifiques et les médecins se sont déchaînés. Ils pouvaient tout se permettre. Ils pouvaient se prendre pour Dieu. Ces pièces proviennent du camp de Buchenwald. Des préparations de ce genre ont été utilisées dans les universités allemandes longtemps après la guerre. À Auschwitz, les prisonniers inaptes au travail sont conduits directement dans les chambres à gaz. Les jumeaux, les nains, les Sinti et les Roms sont remis à Joseph Mengele pour ses expériences. Il veut utiliser ses recherches pour obtenir son doctorat d'État. Aujourd'hui encore, le secret sur l'objet de ses travaux n'est pas totalement levé. Certaines de ces victimes, qui vivent avec les séquelles de ces expériences, ne savent toujours pas quelle substance on leur a administrée. À Dachau, des médecins placent des prisonniers de guerre soviétiques en chambre de décompression pour étudier les effets sur l'homme d'un vol dans la stratosphère. En 1946, ces expériences sont jugées lors des procès de Nuremberg. Spasmodic convulsions, agonal convulsive breathing, chronic convulsions and groaning. The yells aloud, convulses his arms and legs, grimaces, bites his tongue, gives the impression of someone who is completely out of his mind. D'autres médecins, tout aussi criminels, n'ont jamais été jugés. Certains n'ont même pas eu à fuir leur pays. Japon, été 2009. Un pays tourné vers l'avenir, mais dont l'histoire comporte des chapitres obscurs. L'existence de la tristement célèbre unité 731 n'a été officiellement reconnue qu'en 2002. J'en avais entendu parler, mais pendant longtemps j'ai pensé que ce n'était qu'une rumeur. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que tout cela avait effectivement existé. À partir de là, moi qui suis scientifique, j'ai ressenti un certain effroi vis-à-vis du travail scientifique. J'ai compris à quel point la science peut être cruelle quand elle se focalise uniquement sur le résultat, sans tenir compte de considérations éthiques. Dans mon parcours personnel, cela a été une prise de conscience déterminante. Un temple bouddhiste dans les faubourgs de Tokyo. Chaque année, un groupe de Japonais se réunit ici, face à ce monument commémorant les victimes de l'unité 731. L'un d'entre eux est un ancien criminel, Yoshio Shinozuka. Cet ancien médecin s'est repenti publiquement de ses crimes, une décision pour laquelle il a été vivement critiqué au Japon. En 1998, il s'est vu refuser le droit d'entrer aux États-Unis, où il voulait témoigner lors d'une conférence sur la paix. Il garde un mauvais souvenir de ses contacts avec les chaînes de télévision occidentales. Depuis, il n'accorde plus d'interviews, mais nous sommes autorisés à le filmer. L'unité 731
a été créé par le général Shiro Ishii. En 1925, suite à l'expérience traumatisante de la Première Guerre mondiale, les États européens se sont mis d'accord sur une interdiction des armes chimiques et biologiques. Shiro Ishii effectue un voyage d'études en Europe. Puis il fonde l'unité 731. La Convention de Genève a interdit l'usage d'armes chimiques et biologiques, considérées comme trop cruelles. Après cette décision, Shiro Ishii a eu l'idée de créer un groupe de recherche sur les armements biologiques. Il pensait qu'avec ce type d'armement, le Japon serait en mesure de remporter n'importe quelle guerre. 1931. Prenant le prétexte d'un attentat qu'elles ont elles-mêmes perpétré, les forces japonaises envahissent la Mandchourie. Les circonstances sont favorables, la Chine est affaiblie par une guerre civile. Les Japonais fondent le Manchukuo, un État fantoche dans lequel ils instaurent un régime de terreur. Comme ils le feront plus tard dans le reste de la Chine, les occupants font preuve d'une violence extrême envers les civils chinois qu'ils considèrent comme des êtres inférieurs. En Mandchourie, ils ont pu faire tout ce qui n'était pas autorisé au Japon. Et surtout, ils ont pu faire autant d'expériences humaines qu'ils le souhaitaient. La Mandchourie devient le champ d'expérimentation de l'unité 731. Officiellement, l'unité se consacre à la prévention des épidémies. Mais la réalité est tout autre. Très vite, le programme d'armement biologique japonais prend de l'ampleur. De nouvelles unités sont créées. Au total, 10 000 Japonais travaillent pour le docteur Ishii. Pour nous, qui étions ses subordonnés, c'était quelqu'un d'effrayant. Et il était également un peu fou. Un jour, par exemple, il était en train d'inspecter une troupe en tant que responsable disciplinaire et sans aucune raison, il a frappé un homme de garde. Dans la ville de Harbin, Ishii crée un centre expérimental doté d'une prison dont les détenus sont destinés aux expériences. Comme à Dachau, ces médecins pratiquent les expériences sur l'hypothermie et la décompression. En Chine, ils inoculent des virus à des humains avant de les disséquer vivants, sans anesthésie, pour éviter de fausser les résultats. Ken Yuasa est né en 1915. Il est l'un de ces médecins militaires. Il regrette ses crimes passés et a décidé de témoigner. Le service des médecins de la première unité était dirigé par un dénommé Yodo. Un jour, à la fin d'un cours, il nous a dit « Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très intéressant. » Nous nous sommes rendus à la prison de Taiyuan. Nous étions une quarantaine de personnes. Je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait. Dans une pièce, il y avait deux hommes, les yeux bandés et les mains attachées derrière le dos, assis sur un sol en terre battue. Peu après est arrivé un homme, un responsable du service juridique, je crois. Il nous a dit que nous allions pouvoir commencer. Il a sorti un pistolet et devant nous, il a tiré 2 balles dans le ventre à chacun des deux hommes.
Plus d'interventions chirurgicales. Le médecin responsable de notre formation a dit « Cet homme doit rester vivant jusqu'à ce que vous ayez extrait la balle. » Le but de cet exercice était de nous apprendre à extraire une balle d'une blessure. D'autres s'entraînaient à l'amputation ou ouvraient la trachée du prisonnier. En mai 1945, à Kyoto, une vivisection similaire sera pratiquée sur 8 hommes d'équipage d'un bombardier américain. Au total, environ 10 000 personnes, dont plusieurs milliers d'infirmières et d'infirmiers militaires, ont participé à ces vivisections sur des êtres humains. Mais je suis le seul à en parler. À Harbin, l'unité dispose d'un avion pour disperser des germes bactériologiques sur les villes et les villages. Des expériences sont réalisées avec l'anthrax, la peste, le choléra et la tularemie. Une fois l'épidémie déclarée, les unités examinent les morts et les malades. Selon les estimations, le nombre de morts occasionnés par le programme d'armement biologique japonais varie entre 300 000 et 580 000 personnes. Bombes chargées de puces pestiférées, bombes à fragmentation, bombes incendiaires. Pour tester les effets de cet arsenal, les prisonniers sont attachés à des poteaux à intervalles réguliers par rapport au centre de l'explosion. Shiro Ishii exige de ses collaborateurs qu'ils jurent de ne jamais parler de leurs activités. Peu avant la fin de la guerre, il donne l'ordre de faire disparaître les prisonniers restants. Les prisonniers ont d'abord été gazés. Ceux qui ont survécu ont été abattus avec des fusils mitrailleurs. Leurs cadavres ont ensuite été brûlés dans le jardin, sur une grille de fer, comme sur un barbecue. C'était l'expression utilisée par les gens qui faisaient ça. Et finalement, leurs restes ont été jetés dans le fleuve Songhua. Le dynamitage des bâtiments est également prévu, mais la capitulation ne laissera pas le temps aux hommes d'Ishii de détruire complètement leurs installations. Les armes biologiques d'Ishii sont destinées à l'URSS et aux États-Unis. Des ballons doivent emporter les bombes au-dessus de l'océan Pacifique jusqu'à la côte ouest américaine. À la fin de la guerre, les Américains capturent 3 sous-marins porte-avions japonais. Voici des images originales de leur reddition en haute mer. Chacun de ces submersibles emporte à son bord 3 petits avions. Ces appareils décollent grâce à une catapulte située à l'avant des sous-marins. Il y a quelques années, il a été établi que des Japonais avaient prévu des attaques biologiques contre des troupes américaines à Saipan, et même contre la ville de San Diego en Californie. Mais les services secrets américains ont eu vent de leur plan et ils ont adressé au cabinet de guerre japonais le message suivant. Nous avons localisé vos abris. Nous savons où se trouve l'empereur Hirohito ainsi que le cabinet de guerre. Si vous utilisez des armes de destruction massive contre nos soldats, nous vous réduirons en poussière. La menace produit l'effet escompté, l'attaque japonaise n'aura pas lieu, l'empereur et le cabinet de guerre seront épargnés, contrairement à Hiroshima et Nagasaki.
day of August, 3 days after the one in which the atomic bomb was dropped in Hiroshima, the Soviet Union declared war on the Japanese Empire. This participation had long been expected by the leaders of the Big Three. Les grandes puissances sont soulagées. La capitulation du Japon met un terme à la Seconde Guerre mondiale. L'acte de capitulation du Japon est signé sur le cuirassé Missouri. Mais en coulisses, la guerre froide a déjà commencé. Les forces d'occupation alliées au Japon sont dirigées par le général MacArthur. As Supreme Commander for the Allied Powers, I announce it my firm purpose, in the tradition of the countries I represent, to proceed in the discharge of my responsibilities with justice and tolerance, while taking all necessary dispositions to ensure that the terms of surrender are fully, promptly, and faithfully complied with. Cette reddition marque la fin d'une dynastie qui a régné sur le Japon pendant 2605 années, sans interruption, et sans que jamais une troupe étrangère ne réussisse à occuper l'empire du soleil levant. Les villes d'Hiroshima et de Nagasaki étaient-elles réellement des objectifs militaires? Si oui, pourquoi dans un Japon systématiquement bombardé, ont-elles été épargnées jusqu'au lancement des 2 bombes atomiques? Quoi qu'il en soit, les effets produits par ces 2 explosions nucléaires sont analysés minutieusement. Dans la collecte des données, aucun détail n'est laissé au hasard. Les médecins américains répertorient la nature et l'ampleur des blessures. Les phénomènes nouveaux sont nombreux. Syndrome d'irradiation, kéloïde, brûlures incurables. La grande majorité des morts et des blessés sont des femmes et des enfants. Mais les médecins américains ne sont pas venus pour secourir les victimes. Ils étudient les effets de l'arme atomique pour les guerres à venir. Un nouveau chapitre de l'histoire commence. Ce rapport des services secrets américains révèle qu'au Japon, certains experts en armes biologiques sont prêts à divulguer leurs travaux, à condition qu'aucune action en justice ne soit engagée contre eux. L'état-major de MacArthur prend contact avec eux. Il veut éviter à tout prix que ces experts et les résultats de leurs recherches ne tombent aux mains des soviétiques. Les services secrets américains sont enthousiastes. Ces travaux auraient une valeur exceptionnelle, affirme ce document. Il s'agirait notamment d'expériences menées avec des armes biologiques, des expériences sur l'humain et non sur l'animal, d'où leur intérêt. Mais les soviétiques qui préparent un procès pour crimes de guerre contre des experts japonais en armes biologiques pourraient découvrir que des prisonniers de guerre américains ont été utilisés pour leurs expériences, précise également le rapport des services secrets. Il ajoute qu'à Nuremberg, des médecins nazis ont été condamnés pour des expériences similaires, et que d'autres scientifiques sont sur le point d'être jugés pour les mêmes faits. Les services secrets font allusion au procès des médecins des camps de concentration. Le jugement est rendu à Nuremberg en août 1947. For your said crimes on which you have been and now stand convicted,
Military Tribunal 1 sentences you, Oscar Schrader, to imprisonment for the full term and period of your natural life. Military Tribunal 1 sentences you, Carl Genskin, to imprisonment for the full term and period of your natural life. Sentences you to death by hanging, to death by hanging, to death by hanging, and may God have mercy upon your soul. En septembre 1947, un nouveau rapport des services secrets souligne que cette affaire pourrait s'avérer très embarrassante pour le gouvernement américain, mais que les travaux d'Ishii sont d'une telle importance pour la sécurité nationale que ce risque doit être assumé. En Allemagne, la justice est rendue et les sentences sont exécutées. Mais ici aussi, certains criminels pactisent avec les Alliés. Au même moment, au Japon, MacArthur et l'équipe de Shiro Ishii passent un accord. Les chercheurs japonais livrent les résultats de leurs travaux en échange de leur impunité. Ce marché restera secret jusqu'en 1985. Le monde est passé en un clin d'œil de la Seconde Guerre mondiale à la guerre froide. Pour l'humanité, cela a été une tragédie, car cela a permis à des criminels de la Seconde Guerre mondiale de faire valoir leurs connaissances pour échapper à la peine capitale ou à la prison à vie. La guerre de Corée commence en 1950. C'est le premier conflit entre superpuissances par nations interposées. Il y aura davantage de bombes au napalm lancées sur la Corée que sur le Vietnam. Au cours de cette guerre, les États-Unis envisagent l'utilisation d'armes nucléaires et biologiques. Les États communistes accuseront les États-Unis d'avoir effectivement utilisé contre la Chine des armes biologiques mises au point par Shiro Ishii. Une accusation démentie par les Américains qui dénoncent en retour une campagne de désinformation de la part de leurs ennemis. Aujourd'hui encore, la polémique n'est pas close. Mais selon plusieurs témoignages, Shiro Ishii aurait joué un rôle en coulisses durant la guerre de Corée. Selon certains témoins, Shiro Ishii se serait rendu aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale et il aurait participé à la guerre de Corée aux côtés des Américains en leur apportant son expérience en matière d'armes biologiques. L'argent qu'il aurait perçu à cette occasion aurait été distribué à ses anciens collaborateurs, probablement pour acheter leur silence sur les activités de l'unité 731. Une commission d'enquête internationale, où siègent plusieurs scientifiques de gauche, étudie les accusations lancées contre les États-Unis. En Chine, elle découvre les mêmes souches bactériennes et les mêmes insectes que ceux utilisés par Ishii, ainsi que des animaux que normalement on ne trouve pas en Chine. Des documents retrouvés en 1998 en Russie confirment une campagne de désinformation communiste contre les États-Unis. Néanmoins, pour beaucoup d'experts, les éléments à charge contre les Américains sont suffisants. Il a été scientifiquement prouvé que les bombes et les insectes utilisés pour le lancement d'armes biologiques durant la guerre de Corée sont issus des recherches de l'unité 731. Pour moi, il ne fait aucun doute que des armes biologiques ont été utilisées en Corée, même si ce n'était qu'à titre expérimental. La commission est dirigée par le Britannique Joseph Needham, biochimiste, sinologue et marxiste de renommée mondiale. Des témoins chinois interrogés par la commission d'enquête affirment avoir vu des avions américains larguer des cartons, des bidons, des plumes et des nuées d'insectes. I came to the Northeast and interviewed the public health authorities and people of all walks of life. I have seen all kinds of incriminating evidence of American germ warfare. After seeing all this evidence, I know that the American government has carried out large-scale germ warfare on the Chinese mainland.
La commission entend plusieurs pilotes américains qui ont fait des aveux durant leur captivité en Corée du Nord. Mais de retour au pays, et sous la menace d'un procès militaire, ils se rétractent. The second lecture was given at K-46, the advanced base of the 18th Fighter Bomber Group in Korea here. This lecture was given on the 22nd of January 1952. This lecture was much more complete on the bacteriological weapons which we would be using. This lecture lasted for approximately 2 hours. Then the only other instruction I received, of course, was the order to carry out my germ warfare mission. Senator O'Neill, it has been alleged by Chinese communist sources that you have confessed to participation in so-called germ warfare bombing raids over North Korea. Would you care to make a statement regarding these charges? I most certainly would. I would like to state that these charges are false and absurd. I did sign a confession relating to germ warfare, but the statements contained in this confession were false. They were obtained under duress from the Chinese communists. And by making these statements, I deliberately attempted to put in as much as was false and ridiculous as I could possibly get away with. Comment démêler le vrai du faux? La guerre de Corée a donné lieu à toute une série d'aveux troublants. La CIA suppose qu'ils ont été obtenus à l'aide de drogue ou suite à des lavages de cerveau. Les communistes auraient-ils de l'avance dans le développement de substances psychotropes? Les soviétiques en auraient-ils appris davantage sur les techniques d'interrogatoire des nazis que les Américains? Toujours est-il que les services secrets ont un nouveau secteur d'activité. Pour Alan Dulles, le nouveau chef de la CIA, les substances psychoactives et le contrôle mental sont une priorité. Trois semaines après avoir été nommé directeur de la CIA, Alan Dulles a tenu un discours devant ses amis de Princeton. Il leur a parlé de la guerre psychologique qui était à ses yeux une nouvelle phase de la guerre froide. Il a dit que les soviétiques travaillaient à la mise au point de drogues capables de faire agir leurs agents, comme sur l'ordre d'un maître caché, dont ils restitueraient les instructions aussi fidèlement qu'un magnétophone. Il a ajouté que notre sens moral nous empêchait de réagir à cela de manière appropriée. Car pour nous, agir de cette façon signifierait faire des choses que nous refusons d'admettre. Pendant la guerre de Corée, les substances chimiques jouent un rôle nouveau dans les stratégies militaires. Ce film de propagande nord-coréen décrit certaines des méthodes d'interrogatoire. La torture par l'eau, toujours utilisée de nos jours, en association avec plusieurs types de drogues. En 1968, le général Jan Seina fuit la Tchécoslovaquie et passe à l'ouest. Il parle de produits psychoactifs et d'expériences mortelles réalisées du côté communiste. Der General Šejno, Sie haben die Tschechoslowakei im Februar 1968 verlassen. Es wurde gesagt, dass Sie der bisher wichtigste Flüchtling aus dem Osten seien. Welche Position hatten Sie vor Ihrer Flucht inne? Ich hatte den Rang eines Generalmajors. In den letzten 18 Jahren nahm ich die Funktionen eines Kandidaten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, eines Mitgliedes des Präsidiums der Nationalversammlung, des Chefs des Ministersekretariats und in den letzten 4 Jahren des ersten Parteisekretärs im Ministerium der Nationalen Verteidigung ein. In diesen Funktionen ging durch meine Hände alles, was die militärpolitischen Fragen nicht nur der Tschechoslowakei, sondern auch des Warschauer Paktes und selbstverständlich auch der Sowjetunion betraf. Denn die tschechoslowakische Armee ist nichts anderes als ein Bestandteil der Armee der UdSSR.
In diesen Funktionen bin ich auch selbstverständlich viele Male in die Sowjetunion und in die anderen Länder des Warschauer Paktes gereist. Ich habe an Verhandlungen mit den höchsten Repräsentanten představiteli, včetně Chruščova, Brežněva a mnohých sovětských maršálů. Herr General, wenn Sie eine so bedeutende Position innehatten, warum haben Sie sich entschieden, in den Westen zu gehen? Já myslím, že právě proto. Ich glaube, gerade weil ich diese Position bekleidete. Im Jahre 1950 bin ich als einfacher Soldat in die Armee eingetreten und 18 Jahre danach wurde ich General. Doch je höher ich aufrückte, umso mehr wurde mir klar, dass diese sogenannten marxistischen Ideale nichts anderes als ein Deckmantel für eine, man kann wohl sagen, Gangsterpolitik von ein paar Leuten im Parteiapparat sind, die eigentlich mit jedem Menschen machen können, was sie wollen. La Tchécoslovaquie, pays neutre, dirige pendant la guerre de Corée un hôpital de campagne, officiellement pour des raisons humanitaires. Officieusement, en fidèle vassal de l'URSS, elle prépare une éventuelle troisième guerre mondiale. Selon Seina, les Tchécoslovaques ont réalisé des expériences médicales sur des prisonniers de guerre. Une accusation que le dernier survivant des médecins incriminés réfute fermement. C'est un tissu de mensonges. Ce genre de mensonges, ça a toujours existé. Nous étions là-bas en mission humanitaire. Les conditions de travail semblent pourtant particulièrement traumatisantes. La plupart des médecins de cette soi-disant mission humanitaire deviennent alcooliques. Certains se suicident. Voici une photo de l'hôpital de campagne. Toutes les personnes qui y sont allées en sont revenues. Mais à leur retour, certaines n'étaient pas dans un état psychologique normal. Pourquoi? Quel a été le rôle de Bohumil Aiselt, de Bedřich Plačák et de leurs collègues médecins? Qui étaient leurs patients? Nos patients étaient des prisonniers ou des criminels. J'en ai opéré certains moi-même. C'était des voleurs, des assassins, des gens comme ça. Un hôpital où l'on soigne des voleurs et des assassins. Depuis 1921, l'URSS dispose d'un lieu similaire, le laboratoire 12, qui dépend du KGB. Un lieu secret où l'on pratique des expériences sur les détenus. Depuis 1939, ce laboratoire est dirigé par Grigory Maïranovski, un homme de sinistre réputation. L'ordre de créer un laboratoire secret émanait du système, c'est-à-dire du commissariat du peuple. Mais très peu de gens savaient ce que faisait ce laboratoire. La décision de faire des expériences sur des humains a été prise au plus haut niveau, au Politburo. Le laboratoire met au point des poisons mortels pour les services secrets. Ces poisons étaient testés uniquement sur les condamnés à mort. Pour le pouvoir, il s'agissait d'utiliser de manière pragmatique ce matériel humain. Ces expériences coûtent la vie à de nombreux opposants au régime, mais aussi à des prisonniers de guerre allemands. Le dossier établi sur le laboratoire 12 contient notamment les justifications des médecins. Ils avaient tous de bonnes excuses. Nous n'avions pas le choix. Je n'avais pas réfléchi aux conséquences. Pour nous, ce n'étaient pas des humains, mais des animaux. L'État voulait s'en débarrasser. Alors quelle différence qu'ils meurent fusillés ou empoisonnés? À plusieurs reprises, le laboratoire est officiellement fermé avant de rouvrir sous un autre nom. L'assassinat dit du parapluie bulgare et l'empoisonnement au polonium d'Alexandre Litvinenko
ont sans doute été réalisés à l'aide de substances provenant du laboratoire 12. Les agents secrets sont convaincus d'être des dieux et que tout ce qu'ils font est bon pour l'État. Et ça n'a pas changé. Ils ont toujours cette mentalité. Mais à la longue, tous ces meurtres finissent par user les nerfs des chercheurs. Certains, comme le directeur du laboratoire, sont devenus alcooliques. Il est resté en poste après la guerre, mais il a sombré dans l'alcool. Il a été très malade. Dans son témoignage, il a confirmé que des gens étaient morts dans son unité. 2 ou 3 de ces chercheurs ont fini en hôpital psychiatrique. Tout comme les médecins tchécoslovaques en Corée. 2 d'entre eux, Platchak et Bartak, se sont suicidés. Heizelt n'a pour eux que du mépris, surtout pour Bartak. Psychologiquement, il s'est totalement effondré. Mais il a aussi vendu son âme. Il a trahi. C'est un traître. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Aux États-Unis, Jan Seina se souvient en particulier d'un des médecins de l'hôpital de campagne. Il était assis sur le bord de sa chaise et parlait à Seina en se tenant la tête à 2 mains. Il se balançait d'avant en arrière, disant « On ne peut rien faire contre les cris. On ne peut rien faire contre les cris. » Il répétait ça sans arrêt. Jour et nuit, il entendait les cris des prisonniers. Les médecins opéraient sans anesthésie. Il procédait à des amputations et regardait combien de temps le prisonnier mettait à mourir. Selon Seina, de nombreux prisonniers de guerre américains sont morts à la suite d'expériences avec des armes biologiques ou après des tests de radioactivité. Il n'y avait pas d'Américains parmi ces soldats. C'étaient des gens d'autres nationalités. Des Noirs qui venaient de je ne sais où. Des Noirs de différentes origines. Quel a été le rôle de la Tchécoslovaquie à cette époque? L'ancienne République socialiste a-t-elle réalisé des expériences sur des humains? Une chose est sûre, après l'arrivée au pouvoir des communistes et de Klement Gottwald en 1948, les services secrets tchécoslovaques n'hésitent plus à recourir aux produits psychotropes. À cette époque, les agents de la sécurité d'État étudiaient tous les moyens qui permettraient de combattre le capitalisme avec une efficacité maximale. Ils ont proposé plusieurs substances susceptibles d'être utilisées lors des enquêtes et des interrogatoires. Les médecins militaires tchécoslovaques ont réalisé avant les nazis des expériences avec la mescaline et d'autres drogues facilitant les interrogatoires. En principe, une armée est amenée à combattre des troupes ennemies. Les services secrets, eux, combattent des individus isolés. L'armée et les services secrets ont donc besoin d'armes différentes, car leurs tactiques respectives sont différentes. Dans un conflit, les armées restent à distance l'une de l'autre. Les services secrets, en revanche, s'approchent au plus près de leur cible. Par exemple, en introduisant une substance dans la nourriture d'un ennemi, ou en lui injectant un produit dans le corps. Le Parti communiste et la sécurité d'État tchécoslovaque se croyaient tout-puissants. Pour eux, il n'y avait aucune limite.
Tout était permis, car ils préparaient la Troisième Guerre mondiale. À Prague, un laboratoire secret teste des poisons et des drogues pour la STB, la sécurité d'État tchécoslovaque. À partir de 1948, son évolution ressemble étrangement à celle du laboratoire 12 à Moscou. Dans l'actuelle République tchèque, l'existence de ce laboratoire n'est connue que de quelques rares spécialistes. Comme au Japon, la confrontation avec le passé ne semble pas être une priorité. Le premier directeur de ce laboratoire s'appelle Josef Zumbal. Il est en mission spéciale permanente. Le plus souvent, les ordres lui étaient transmis oralement, soit directement, soit par téléphone. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Josef Zumbal a travaillé pendant une année dans le laboratoire à Prague. Et nous avons quelques informations écrites sur ce qui s'est passé durant cette période. Dans le cas du docteur Sikora, l'ancien secrétaire du président Beneš, nous savons par exemple que c'est la scopolamine qui a été utilisée. Le même produit a probablement été administré à Prokop Dretiné, l'ancien ministre de la Justice. To tedy znamená, že na začátku své politické činnosti Lors des parodies de procès organisés sous Staline, les communistes les plus coriaces avouent tout ce qu'on leur reproche. Certains d'entre eux meurent peu après. Tout cela est l'œuvre de Josef Zumbal, qui travaille pour le compte de la STB. Jamais personne n'est allé au fond des choses. Dans les archives, nous avons la preuve de l'existence de ces laboratoires. Il existe des témoignages de prisonniers sur lesquels ces drogues ont été testées. Ils racontent comment on a fait d'eux de véritables zombies. D'autres n'ont pas survécu à ces interrogatoires et aux drogues qu'on leur administrait. La production tchécoslovaque de drogue, mais aussi les films tournés sur ce sujet dans les pays socialistes, sont désormais connus dans le monde entier. En matière d'armes chimiques et de substances psychoactives, les Tchécoslovaques sont les experts du bloc communiste. Quand Zumbal administrait ces substances à un suspect, plusieurs hauts fonctionnaires étaient présents pour étudier les réactions que cela provoquait. Parfois, l'effet n'était pas celui escompté. L'un des cobayes, par exemple, a entièrement saccagé le bureau où il se trouvait. Emil Zvek a fui la Tchécoslovaquie. Rattrapé en Autriche et enlevé par la STB, il a été condamné à 15 ans de prison pour espionnage. Il se souvient de son interrogatoire. J'ai remarqué que je n'étais plus dans mon état normal. Tout me paraissait sordide, triste, désespérant. J'étais totalement désorienté. Je me suis mis à pleurer, les larmes coulaient sur mon visage. Ils me posaient un tas de questions. Qui, où, etc. Je ne sais plus ce que je leur ai raconté. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar qui serait devenu réalité. C'est une sensation qui vous fait perdre tous vos points de repère. Il se produit comme un dédoublement de la personnalité. Vous ne savez absolument pas comment vous allez vous en sortir. Je suppose que j'ai dû répondre n'importe quoi, de sorte que leur interrogatoire ne leur a sans doute pas servi à grand-chose. Au bout d'un moment, ils ont appelé une camarade qui m'a apporté une boisson. Je ne sais pas ce que c'était, peut-être du café. Elle m'a aussi donné un comprimé. Ils m'ont fait boire ça et les symptômes ont rapidement disparu. À la demande des Soviétiques, les Tchécoslovaques développent toute une gamme de drogues pour les services secrets.
Des produits suscitant la peur, la douleur, l'agressivité ou la loquacité. Selon le général Seina, ces substances ont notamment été mélangées à des aliments servis à des diplomates étrangers. Ce film tchécoslovaque décrit les effets du LSD, un produit que les médecins testent également sur des enfants en bas âge, à des fins thérapeutiques, assure-t-il. Milan Kunc, chimiste de l'armée tchécoslovaque, a écrit plusieurs essais sur les armes chimiques. L'un d'entre eux s'intitule « Des larmes jusqu'à la folie ». Certains laboratoires du ministère de l'Intérieur étaient plus secrets que d'autres. En fait, tous ces laboratoires étaient secrets, mais le niveau de secret dépendait des gens qui avaient le droit de savoir. Entre 1953 et 1957, nous faisions des listes sur les objectifs à atteindre. De leur côté, les soviétiques faisaient la même chose. La meilleure liste des objectifs et des travaux soviétiques que j'ai jamais eue entre les mains est celle que j'ai reconstituée avec l'aide de Jan Seina. Il m'indiquait les manifestations provoquées par les drogues et les noms que les soviétiques leur donnaient. C'était une liste assez complète, et elle correspondait pratiquement point par point à la liste de la CIA. C'est incroyable. La course aux armements concerne également les armes biologiques et chimiques et la mise au point de drogue à des fins militaires. Après coup, les Américains sont toujours plus transparents que leurs ennemis communistes. Si dans l'ex-bloc communiste, tout est resté secret jusqu'à nos jours, les Américains ont déclassifié une partie de leurs archives. Elles contiennent des documents surprenants au sujet d'expérimentations sur des soldats de produits psychotropes. Ces expériences sont réalisées avec des volontaires, mais il y a aussi les autres. La CIA s'est livrée à de nombreuses expériences sur des humains, dont certaines ont entraîné de graves séquelles. Notamment des expériences de privation sensorielle, comme ici. La suppression des perceptions sensorielles peut provoquer des hallucinations et conduire à la folie. Certains rapports font état d'expériences mortelles. La CIA a détruit la plupart des données à ce sujet. Une investigation a posteriori semble difficile. Jamais le gouvernement ou les services secrets n'enquêteront là-dessus. Car cela aboutirait à la révélation de crimes de guerre américains, peut-être même d'assassinats. Pour les États-Unis, ce serait extrêmement embarrassant. La CIA fait réaliser des interventions chirurgicales sur le cerveau pour conditionner les sujets opérés. A sudden feeling, as though I lived through all this before. Now I see them. They're laughing, my friends. And I'm with them in a house in South Africa. They're my old friends. Le but de ces expériences est de programmer des auteurs d'attentats suicides à leur insu. Les recherches portent sur des drogues altérant la personnalité et le système nerveux, mais aussi sur des antidotes possibles contre ces nouveaux agents chimiques.
Et pour toutes ces expériences, il faut des humains. Seules les expériences sur les humains attestent véritablement. Très souvent, les singes qui sont pourtant très proches de l'homme ne livrent pas des informations fiables. L'homme est très différent du singe, et je ne parle pas des rongeurs. L'armée américaine recherche des volontaires disposés à se laisser inoculer l'anthrax, la peste et la tularemie. Au cours de la guerre du Vietnam, un accord officieux est passé avec une église protestante, l'église adventiste du 7e jour. Ceux qui participent aux expériences pourront obtenir le statut d'objecteur de conscience et éviter le service armé. Dans un laboratoire expérimental, les cobayes sont exposés à des armes biologiques avant d'être pris en charge par les médecins. Les responsables militaires américains sont convaincus que des expériences similaires sont réalisées en Union soviétique. Là aussi, le réservoir de cobayes humains est considérable. Contrairement aux États-Unis, la Russie n'a jamais ouvert ses archives sur les expériences humaines effectuées en ex-Union soviétique. Les rares documents connus sur le laboratoire 12 du KGB ont été divulgués par hasard. Dans les zones d'essais nucléaires, l'armée américaine se livre à des expériences sur ses propres soldats. Les soldats sont exposés à des essais nucléaires. Les chercheurs de l'armée collectent également des informations sur les civils, établis à proximité des périmètres de test, et notamment sur ceux vivant dans les zones traversées par le nuage radioactif. En l'occurrence, l'attitude des autorités militaires relève à la fois de la naïveté et de l'irresponsabilité. En matière d'irresponsabilité, l'armée soviétique va encore plus loin. Lors de l'essai nucléaire de Tolskoïe, 45 000 soldats et détenus sont exposés aux radiations au nom de la recherche militaire. Des milliers de personnes seraient mortes, soit sur le coup, soit des séquelles de l'explosion. L'expérience restera secrète. Les documents à ce sujet seront détruits ou falsifiés. À cette époque, le nucléaire était la priorité absolue des Soviétiques. Ils voulaient rattraper et dépasser les États-Unis. Mais à partir de 1965, tout le monde avait compris que les armes chimiques, biologiques ou psychotropes étaient plus intéressantes que l'arsenal nucléaire. Car il est possible de les utiliser sans détruire la planète. Dans les pays du pacte de Varsovie, les Tchécoslovaques sont les maîtres incontestés pour la fabrication de ce genre d'armes. Ce documentaire décrit une expérience avec le LSD. Látka začíná působit až po určité době.
Zatím si uděláme záznam mozkové činnosti před pokusem. Zavřete oči. Otevřete oči. De part et d'autre du rideau de fer, les armées et les services secrets mettent au point un arsenal de plus en plus important de substances chimiques, dont certaines sont considérées aujourd'hui comme drogues ou produits psychopharmacologiques. Quand il est question de substances psychoactives ou psychotropes, l'expérimentation sur des humains est essentielle. Aux États-Unis, ces expériences sont réalisées à grande échelle par l'armée et les services secrets. Les substances hallucinogènes sont parfois administrées aux cobayes à leur insu. Certains n'y survivent pas. Un biochimiste de la CIA meurt dans des circonstances douteuses en Allemagne. Il avait interrogé des agents doubles après les avoir drogués et souhaitait se retirer. Les Tchécoslovaques s'intéressent de très près au LSD et filment leurs travaux. L'expérience menée ici doit déterminer si le LSD, administré à ces généraux d'état-major, influe sur la capacité à prendre des décisions cohérentes. Manifestement, c'est le cas. Une quantité infime de LSD versée dans l'eau potable permettrait donc de mettre hors d'état de nuire des bataillons de missiles entiers. Selon certains experts, la Tchécoslovaquie aurait été à cette époque le plus important producteur de LSD militaire. Les drogues constituent un volet essentiel de la stratégie militaire communiste. C'est ce qu'affirme le général Seina, s'appuyant sur des déclarations de Khrouchtchev. Khrouchtchev disait « La tromperie et les drogues sont nos deux armes principales dans la guerre contre le capitalisme. Une fois qu'elles auront fait leur œuvre, le moment sera venu d'envoyer nos blindés. » Et il sermonnait le maréchal Malinovski, qui le pressait d'envoyer les chars tout de suite. « Non, Sergueï, disait-il. Vous voulez vaincre aujourd'hui. Moi, demain me suffit. » Les chimistes militaires de l'ex-Tchécoslovaquie sont toujours en activité. Très peu d'informations filtrent au sujet de leurs recherches. Nous savons en revanche qu'ils travaillent sur des armes dites non létales. Et ils ont conscience de figurer parmi l'élite. Si on accepte l'Union soviétique, le niveau de notre recherche dépassait de loin celui des autres pays. Un avis partagé par le général Seina. Selon lui, des substances psychoactives auraient été testées sur des prisonniers de guerre américains du Vietnam, notamment dans cet hôpital militaire de Prague. Mais ces allégations n'ont jamais été examinées sérieusement. En 1999, des enquêteurs de l'armée américaine déplorent que la coopération des services secrets tchèques ne soit pas du niveau de ce que l'on pourrait espérer de la part d'un membre de l'OTAN. D'après Seina, des soldats américains auraient été détenus dans cette villa appartenant au service secret. Seina affirme qu'il a personnellement supervisé le transfert de 300 soldats américains du Vietnam vers l'URSS, avec une étape intermédiaire à Prague. Nous avons découvert que cette villa n'était située qu'à une centaine de mètres du laboratoire secret de Joseph Zumbal. Ces soldats faisaient l'objet d'un examen minutieux. Tous ceux qui paraissaient récalcitrants ou rebelles étaient tués. Les autres étaient acheminés par avion vers Prague, puis vers l'Union soviétique, où avaient lieu la plupart des expériences médicales. D'après mes souvenirs, ces transports ont commencé en 1963. Il y a eu 4 avions la première année, avec à leur bord des gens d'origines diverses, mais aussi quelques civils américains. Selon Seina, la guerre du Vietnam a fourni aux soviétiques un nombre important de cobayes humains. Il vaut mieux tester les armes psychoactives sur ses futurs adversaires que sur des détenus des goulags.
Le détour par Prague s'explique par la crainte des maladies tropicales. Prague sert d'étape de quarantaine. C'est un sujet que Seyna n'abordait qu'avec réticence, car cela le concernait directement. Il s'est occupé de ces Américains. Il les a vus descendre des avions. Il disait, ce n'étaient pas des John Wayne. Ils titubaient. Ils étaient sans doute drogués. Et ils ne savaient absolument pas où ils étaient, ni ce qui leur arrivait. Y a-t-il eu réellement des expériences sur des prisonniers de guerre américains? En tout cas, c'est plausible. Il est possible que des Américains aient été utilisés, mais par qui? Je pencherais plutôt pour les services secrets de l'armée, ou pour une unité indépendante, que pour la sécurité militaire. Mais au fond, on ne sait pas du tout qui était responsable des prisonniers de guerre provenant de Corée et du Vietnam. Seyna évoque également un essai nucléaire avec des cobayes humains. Ces hommes auraient connu un sort particulièrement cruel, comparable à celui de ces chiens en URSS. Les Soviétiques ont utilisé des prisonniers politiques, notamment des opposants hongrois et des prisonniers de guerre américains, comme cobayes, pour mesurer les effets d'explosions nucléaires en conditions réelles. La radiation, le rayonnement thermique, l'onde de choc, etc. Ils enchaînaient des prisonniers à intervalles réguliers à partir du lieu de l'explosion pour observer l'effet de la bombe en fonction de la distance. Seyna prétend avoir vu un film relatant cette expérience lors d'une projection organisée par les Soviétiques pour l'état-major tchécoslovaque. Certaines personnes étaient brûlées et mouraient instantanément. En revanche, les gens qui se trouvaient plus loin étaient en état de choc avancé, incapables de retrouver leur équilibre. Ils agonisaient en se tordant de douleur. Il était clair qu'ils n'en avaient plus pour très longtemps. Seyna m'a dit que c'était la chose la plus révoltante qu'il ait jamais vue. Voici à quoi ce film aurait pu ressembler. Ces images ont été tournées après l'essai nucléaire soviétique de Tolstoï. Le film a été visionné par une vingtaine de dirigeants tchécoslovaques de haut rang, afin qu'ils se rendent compte de l'horreur d'une éventuelle guerre nucléaire. Ils ont été très impressionnés. Après la projection, il y a eu un silence de mort, plusieurs minutes durant. Le général Reitir, de l'armée tchécoslovaque, a passé 6 mois à l'hôpital psychiatrique après avoir assisté à des essais nucléaires soviétiques. Pour la mise au point d'armes de destruction massive, des expériences animales ont été et sont toujours réalisées. Des humains ont-ils été utilisés dans le même but? Les accusations de Seyna sont-elles crédibles? Ont-elles été vérifiées? En 1968, Seyna passe à l'Ouest. Les services secrets communistes le présentent alors comme un homme corrompu qui poursuit désormais ses activités criminelles de l'autre côté du rideau de fer. Parmi les historiens, et de façon générale, Seyna n'est pas considéré comme quelqu'un de très crédible. La seule chose qui intéressait Seyna, c'était l'argent. C'était sa seule motivation. Il n'obéissait à aucune idéologie. C'était un fils de paysan qui avait réussi à accéder à une fonction importante.
Ils ont créé une commission dont le seul but était de discréditer Seina. Apparemment, cette commission a fait du bon travail. Seina arrive aux États-Unis où il espère monnayer ce qu'il sait pour obtenir l'asile politique. À sa grande surprise, il constate que ces informations n'intéressent personne. Ils l'ont traité par le mépris. Ils n'ont jamais abordé avec lui le moindre sujet touchant à la stratégie militaire, alors qu'il avait des connaissances très précises sur presque toutes les opérations secrètes montées contre les États-Unis. Ça paraît incroyable, mais c'est la réalité. Ignorance bureaucratique, incompétence des services secrets, la vérité est ailleurs, les ordres viennent de la Maison-Blanche. Ils ont reçu une directive signée par Henry Kissinger, qui était conseiller à la sécurité nationale. Cette note leur demandait de cesser d'interroger Seina, de ne pas lui offrir de poste au gouvernement et de se débarrasser de lui. C'est incroyable. Ce qui est tout aussi incroyable, c'est qu'en essayant de se débarrasser de lui le plus vite possible, la CIA s'est pris les pieds dans le tapis. Ils lui ont remis $50 000 et ils l'ont expédié du côté de Lake George, dans l'État de New York. C'est une région où la vie est très chère. En plus, il parlait très mal l'anglais, et au bout de 3 ou 4 mois, il s'est retrouvé à court d'argent. Le Pentagone se désintéresse de Seina, mais d'autres Américains ne demandent qu'à l'entendre. Les proches des quelques 10 000 soldats mystérieusement disparus en Corée et au Vietnam. Ce drapeau noir est leur symbole. Au bas de ce drapeau, il est écrit « Nous ne vous oublions pas ». Ce drapeau flotte au-dessus de la plupart des bureaux de poste aux États-Unis. Il y en a des milliers. Mais ce slogan est un mensonge, car ces gens ont été oubliés. Cet épisode est l'une des pages les plus sombres de l'histoire militaire américaine. Et peut-être même de l'histoire américaine tout court. Seina apporte des éléments nouveaux sur le sort de ces soldats disparus. En 1996, le député Robert Dornan organise une audition au Congrès américain. Mais avant d'alerter l'opinion, il veut vérifier les déclarations de Seina. Il se tourne vers le gouvernement. Je me suis adressé aux plus hautes instances du gouvernement en disant « Si Seina ment, je vous demande d'infirmer ses propos. » Au sujet de quoi ment-il? On m'a répondu, en fait, il ne ment pas, mais c'est de l'histoire ancienne. Ce n'est plus d'actualité. Que vouliez-vous qu'on fasse de cette information à l'époque? Et que voulez-vous qu'on en fasse aujourd'hui? Nous en sommes toujours à essayer de rapatrier les dépouilles de nos soldats du Vietnam. Pour vous répondre simplement, personne, à aucun niveau du gouvernement, n'a infirmé les propos que Seina a tenus durant ses auditions. Et pourtant, je les ai suppliés. Plusieurs tentatives ont néanmoins lieu pour éviter que Seina ne s'exprime devant l'opinion américaine. Je me souviens d'un entretien avec Seina dans son bureau. À un moment, il me dit... Tu sais, il y a quelqu'un qui ne veut pas que je témoigne. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, il me dit, j'ai été menacé de mort à 3 reprises. La dernière ce matin même, avant de venir ici. 2 de ces menaces étaient des coups de fil, l'autre était un billet sur ma voiture. Je lui demande, mais ces menaces, que disaient-elles? Et il me dit, entre les 2 coups de fil, il y a une différence assez intéressante. La première fois, on m'a dit... Tu es en train de nous causer trop de problèmes. Si tu témoignes, nous te tuerons. Mais au deuxième appel, celui de ce matin, on m'a dit, tu es en train de me causer trop de problèmes. Si tu témoignes, je te tuerai. Mais Seina ne se laisse pas intimider, et l'audition a lieu. Even 40 years after the fact, the reaction of POW families came fast and furious today to the disclosure that seemed to confirm the worst. Hundreds of American POWs captured by North Korea
were still there when the war ended and left there. The U.S. government knew back then, but didn't tell until now. Correspondent Harry Smith has this story. Korean veterans and the families of those listed as missing in action have long believed many of their friends and loved ones were still alive in North